Ce soir, à la veille de Noël, notre récit audio n'est pas tant l'histoire d'une trahison ou d'une infidélité, mais celle d'une erreur profonde, du pardon, du respect mutuel retrouvé et d'une renaissance. Nous souhaitons un joyeux Noël à tous les auditeurs de YouTube. Que cette fête de l'Avent vous apporte lumière, paix et espoir dans vos cœurs. La vie enseigne que l'amour n'est pas une émotion, mais un travail quotidien sur soi et pour l'autre. Parfois, il faut détruire pour reconstruire, honnêtement, sans illusion ni rancune. Le respect et le silence valent plus que la passion et les grands mots. L'essentiel est d'oser admettre ses fautes et d'écouter quand l'envie de crier domine. La vraie maturité n'est pas retenir, mais comprendre et lâcher prise si nécessaire. Dans la vie de Lucas et de Mélanie, la fissure s'était dessinée bien avant la réception annuelle de l'entreprise où elle travaillait. Tout avait commencé par des riens. Il oubliait parfois d'acheter le pain, restait trop longtemps au bureau, ou répondait distraitement à ses messages. Un jour, il eut le malheur de saluer une jolie inconnue dans la rue. Pour Mélanie, ce geste anodin devint la preuve éclatante d'une trahison. Selon ses amis, son mari était un séducteur incorrigible. Lucas avait beau expliquer que cette femme n'était qu'une cliente avec qui il collaborait, rien n'y faisait. De minuscules fissures, semblables à une toile d'araignée, se répandaient sur la fragile vitre de leur vie commune. Chaque jour, un nouveau prétexte venait alimenter le feu que Mélanie entretenait avec soin. Les disputes éclataient pour des broutilles. Ce fut le cas à propos d'une simple tasse laissée dans l'évier. Pour Mélanie, ce n'était pas n'importe quelle tasse, c'était celle qu'elle avait reçue de sa mère. Elle leva la voix. « Tu ne tiens à rien, ni à mes sentiments, ni à la mémoire de ma mère. Tu l'oublierais aussi, si seulement tu le pouvais. » Sa voix vibrait comme une corde tendue. Lucas, silencieux, prit la tasse, la lava soigneusement et la reposa à sa place. Mais le goût amer de Nora. Vint ensuite la bataille des rideaux. Mélanie en avait acheté de nouveaux, chers, avec un motif compliqué. Un matin, en ouvrant la fenêtre pour aérer, Lucas tira légèrement sur la corde et le tringle céda. « Tu l'as fait exprès » cria-t-elle. « Tu casses tout. Tu ne respectes rien de ce que je fais pour cette maison. » Lucas tenta de réparer le dégât, mais son silence irrité parla plus fort que ses mots étouffés. « Dis quelque chose, ou bien tu ne supportes même plus de me parler. » Le quotidien devint un chant de mine. Une brosse à dents mal posée, un craquement de pain trop sonore, une paire de chaussettes oubliées hors du panier, tout devenait reproche. « Tu te moques de moi ? Tu penses seulement à toi ? Je ne suis pas ta servante. » Leurs enfants, vivant loin avec leur propre famille, entendaient parfois ces éclats au téléphone. Leur fille, Amandine, demandait « Maman, comment allez-vous ? Comment veux-tu qu'on aille ? Ton père est rentré hier. S'est assis devant la télé sans un mot. J'existe à peine. C'est sûrement encore cette cliente qui lui tourne la tête. Maman, peut-être qu'il est juste fatigué. Papa travaille beaucoup. Oui, il travaille, mais ça ne m'aide en rien. Pas d'attention, pas de soutien, rien que de l'égoïsme. Leur fils, Pascal, appelait plus rarement. « Papa, qu'est-ce qui se passe encore ? Maman a l'air à bout. » Lucas soupira, le regard perdu dans la cour grise derrière la fenêtre. « Rien d'important, fiston. Des broutilles de tous les jours. On se débrouillera. Et vous, comment va votre petit ? Tout va bien. Mais ce serait bien que vous vous réconciliez. Vous n'êtes plus des enfants. On ne se dispute pas, c'est juste. La vie. » Mais la vie, justement, semblait s'être retirée de leur maison. Il ne restait qu'une guerre froide, silencieuse, qui les épuisait lentement. Le soir, Lucas traînait dans le garage, prétendant bricoler. En réalité, il restait assis à écouter le crépitement d'un vieux poste de radio, vestige d'un autre temps. Pendant ce temps, Mélanie lavait la vaisselle avec une énergie nerveuse, faisant teinter les assiettes comme si elle voulait toutes les briser. Ils se couchaient à des heures différentes et se réveillaient tournés dos à dos. Il ne voyait plus en l'autre le compagnon de route d'autrefois, mais une source constante d'irritation et de douleur. Lui se repliait dans sa fatigue et son amertume, elle dans ses soupçons et sa colère. La fissure née d'un oubli au supermarché et d'un salut innocent s'était transformée en gouffre, jonchée des débris de ce qu'ils appelaient jadis leur amour. Et ces débris leur blessaient encore les pieds à chaque pas. Peu avant la fête de l'entreprise, Mélanie prévint. « Vendredi prochain, c'est la soirée annuelle. Tout le monde vient avec son conjoint. Je ne peux pas y aller seule. Alors sois prêt. Habille-toi correctement
et coupe-toi les cheveux. Lucas n'aimait pas ces événements, qu'on les appelle fêtes ou retraites d'équipe. Mais espérant apaiser les tensions, il acquiesça et s'exécuta. Il alla chez le coiffeur, acheta une chemise neuve et un costume élégant. La vendeuse lui dit qu'il n'en restait que 2 exemplaires dans tout le magasin, une pièce presque exclusive. Le vendredi, Mélanie inspecta son mari d'un œil critique et lui dicta comment se comporter avec ses collègues. C'était un rituel auquel elle se livrait à chaque événement collectif de son entreprise. Lucas l'écouta patiemment, sans protester, espérant que cette soirée marquerait une trêve, ne serait-ce qu'un instant. D'autant que le costume neuf lui avait plu. Nul n'aurait pu deviner que cet habit jouerait un tour cruel. La réception se tenait dans un grand restaurant bruyant, avec un accès direct depuis les bureaux. Les miroirs des murs multipliaient la lumière éclatante des lustres en cristal, donnant l'illusion d'une fête infinie. Lucas, gêné dans son costume encore raide, suivait Mélanie comme son ombre. Elle, au contraire, rayonnait. Son visage s'illuminait d'un sourire large, presque forcé, réservé à ses collègues. Sa voix avait pris des intonations chantantes et mielleuses. Elle le présenta ainsi. « Voici mon mari, Lucas. » Dans sa voix perçait une condescendance légère, comme si elle exhibait un bijou précieux mais capricieux, demandant une surveillance constante. Lucas hochait la tête, serrait les mains, bien que beaucoup de ses visages lui fussent déjà familiers. Sous le regard scrutateur de sa femme, il appliquait scrupuleusement les consignes. Sourire, parler sans monopoliser, éviter les airs supérieurs. Tout se déroulait à merveille. Mélanie semblait satisfaite. Elle glissa même son bras sous le sien en rejoignant leur table. Ce geste fugace ralluma en lui une étincelle d'espoir. Lorsque les danses commencèrent, elle lui demanda un cocktail du bar. Lucas traversa la foule rieuse et endiablée, fit la queue au comptoir. C'est alors que Mélanie aperçut cette femme qu'il avait saluée un jour. Elle avançait, accrochée au bras d'un homme, dans le couloir menant au bureau. Mélanie se leva d'un bond et lui emboîta le pas. Mais la porte était fermée. De retour à table, elle vit Lucas approcher avec le verre. Le scandale éclata. Le cocktail éclaboussa le visage de son mari. « Fais ce que tu veux, je suis libre maintenant. » Quelle mouche t'a piqué? Mais Mélanie s'était déjà lancée dans la soirée, s'accrochant au cou de ses collègues, avalant verre sur verre. Lucas n'en vit rien. Après l'incident, il quitta le restaurant. Il héla un taxi sur le parking et un quart d'heure plus tard, rentra chez lui. Pour lui, tout était clair. Il fallait en finir avec cette agressivité inexplicable, ce geste blessant, ces paroles. Il transporta ses affaires dans la chambre de leur fils. Sandrine, l'amie de Mélanie, la consola aux toilettes des dames. À la fin de la soirée, les 2 femmes se dirigèrent vers la sortie. Devant elles marchait cette même femme, au bras d'un homme vêtu d'un costume identique à celui de Lucas. De dos, Mélanie le prit pour son mari et se rua sur lui, furieuse. Quand il fit face, elle réalisa qu'il était un peu plus jeune, un peu plus grand, mais le costume lui seyait à la perfection. Hébétée, elle balbutia. « Où est Lucas ?» L'homme sortit un mouchoir, essuya le sang qui coulait de ses égratignures, trace des ongles de Mélanie. « Comment le saurais-je ? Je suis dans l'entreprise depuis 2 semaines à peine. Je ne connais pas tout le monde. » Le visage de Mélanie se figea. Elle siffla. « Et votre compagne, qui est-elle pour vous ? » ?»« C'est mon épouse, et elle ne travaille pas ici. » L'incident étant clos, Sandrine entraîna son amie dehors. « Mélanie, qu'est-ce qui t'arrive ? Cet homme est là depuis 2 semaines. On l'a convaincu de venir, et tu lui as lacéré le visage. » De dos, il ressemblait à Lucas, un simple hasard. La vendeuse a dit qu'il n'y avait que 2 costumes comme ça. Et alors, qui y gagne? Il faut retrouver Lucas. Où est-il? Après que tu l'as aspergé, il est parti. Où? Je l'ignore. Je dois rentrer d'urgence. Viens chez moi. Passe la nuit là. Demain, à jeun, tu y verras plus clair. Ce soir, tu n'es plus bonne à rien. Lucas, sentant la soirée s'achever et anticipant un nouveau drame à son retour, décida de se préparer un repas solitaire. Il sortit une bouteille d'eau-de-vie, trancha des cornichons au vinaigre et du jambon cru. Il emporta le tout dans la chambre de leur fils, coupa son téléphone et se mit à boire. Le matin, un rayon de soleil filtrant par l'entrebâillement des rideaux frappa les yeux de Mélanie, provoquant une douleur lancinante aux tempes. Elle était allongée, essayant de se repérer.
Les meubles lui étaient familiers, mais pas les siens. Une odeur de café et de parfum inconnu flottait dans l'air. Les souvenirs revenaient par bribes, comme des éclats de miroirs brisés. La lumière crue des lustres. Un homme dans le costume de Lucas, son visage stupéfait quand elle lui avait jeté le cocktail au visage. Puis une autre figure masculine, inconnue, griffée, et son épouse, effarée. La honte l'envahit, brûlante, suffocante, serrant sa gorge. Elle gémit doucement. Des pas se firent entendre depuis la cuisine. Sandrine passa la tête par la porte, 2 tasses de café à la main. « Allez ma belle, réveille-toi, voici ton remède matinal. » Mélanie se redressa avec peine, saisit la tasse de ses mains tremblantes et murmura, les yeux fixés sur le liquide sombre. « Qu'ai-je fait ?» Sandrine s'assit au bord du lit. « Tout ce que tu pouvais. Crise de nerfs avec ton mari, cocktail en pleine figure, assaut sur un collègue inconnu, soirée ruinée pour tout le monde. Le grand jeu classique des fêtes d'entreprise. Et Lucas, il est parti ? Parti. Téléphone éteint. J'ai essayé. Et de fixe à la maison ? Appelle-toi Nem. Mélanie enfouit son visage dans ses paumes. À travers le brouillard du mal de tête, les mois passés se dessinaient avec une clarté terrifiante. Ses reproches incessants, ses mesquineries, sa méfiance. Elle le voyait s'éloigner, se retrancher dans son garage, dans son silence. Au lieu de s'arrêter, elle avait pressé plus fort, se convainquant de sa faute. Et la veille, elle avait saisi le prétexte parfait pour achever les ruines de leur union. Mais ce prétexte n'était qu'un mirage, un stupide hasard qui révélait non sa trahison, mais sa propre paranoïa corrosive. Elle dit doucement à son ami « Il ne me pardonnera pas, et je ne l'en blâme pas. Peut-être que tout n'est pas perdu ? Tout est perdu. C'est moi qui ai tout rasé jusqu'aux fondations. » Lucas s'éveilla, la gorge sèche, la tête fendue par un mal de crâne épouvantable. Un goût âcre de métal et d'eau-de-vie de la veille emplissait sa bouche. Allongé sur le lit étroit de la chambre de leur fils, il fixa le plafond quelques minutes, rassemblant ses forces pour se lever. La soirée précédente ne revenait pas en images, mais en sensations. La fraîcheur gluante du cocktail sur son visage, le mélange de pitié et de dégoût sur les traits des inconnus, le calme glacé avec lequel il avait scellé sa décision. Une décision qui couvait depuis des mois, voire des années, et que le spectacle humiliant de la veille avait simplement ponctué d'un point final. Il se leva, avala l'eau tiède de la bouteille sur la table de nuit, entra dans la salle de bain et ouvrit la douche. Sous les jets presque brûlants, il dressa mentalement un plan. D'abord, rassembler le reste de ses affaires, puis appeler le patron, prendre des congés, partir n'importe où, le garage, une auberge en bord de mer. Il fallait s'éloigner physiquement de cette maison où chaque recoin hurlait l'échec. Lucas sortit de la douche, s'enroula dans une serviette et se dirigea vers leur ancienne chambre pour ses vêtements. Le verrou de l'entrée claqua, il se figea. Mélanie entra sur la pointe des pieds. Des marteaux cognaient dans sa tête, mais la vraie douleur était ailleurs. Elle redoutait son regard, cette vacuité. Ils se heurtèrent dans le couloir. Lui, pâle, imprégné d'alcool, les yeux résolus. Elle, épuisée, les joues striées de larmes et de traces de maquillage fané. Le silence pesant fit briser par elle. Les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Toutes les excuses préparées sonnaient faux, inutiles. Lucas, Son regard sur elle ne portait ni colère ni reproche, seulement une fatigue infinie, vide. Il l'interrompit. « Je viens prendre mes affaires. Je ne reste pas longtemps. Ensuite, je pars. » « Où ? Je ne sais pas. Mais je ne peux plus, ni ne veux rester ici. » « Lucas, hier, ce n'était pas toi. Un autre homme, même costume. » Elle tenta un sourire, qui n'était qu'une grimace pitoyable, mais insista. « J'ai tout compris. J'ai été odieuse ces derniers mois. Mélanie, ce n'est pas le costume, ni hier soir. C'était juste la scène finale de notre mariage. Le rideau est tombé. » Il la contourna, entra dans la chambre et commença à fourrer chemise et chaussettes dans un sac de sport. Elle se tenait figée dans l'embrasure, incapable de bouger, les yeux rivés sur son dos. Ce dos qu'elle avait vu si souvent tourner vers elle ces derniers temps et qui s'éloignait pour de bon. Elle l'appela dans un ultime espoir. « Nous pouvons tout réparer. » Lucas referma la fermeture de son sac, se retourna et répondit d'une voix simple,
impitoyable. « Non, je ne veux pas réparer. J'en ai assez. J'ai besoin de silence. » Il s'habilla, empoigna son sac et se dirigea vers la sortie. En passant près d'elle, il s'arrêta une seconde. « Je laisse les clés. Je transfère de l'argent sur le compte. Vis comme tu l'entends. D'ailleurs, tu me l'as dit hier. Tu es libre maintenant. » La porte se referma d'un cliquetis discret qui résonna dans le silence de l'appartement plus fort qu'un coup de tonnerre. Mélanie resta plantée au milieu du couloir, enveloppée de ce silence qu'elle avait tant haï et pourtant tant provoqué. Ce fut seulement alors qu'elle comprit. Ce vide était le verdict le plus terrible. Un verdict qu'elle s'était rendu elle-même. Le cliquetis du verrou avait retenti comme un coup de feu, écho se propageant dans l'espace désert. Le silence qui suivit n'était pas paisible, mais vibrant, oppressant, vivant. Il s'infiltrait dans les oreilles, emplissait la pièce, chassant l'air. Mélanie glissa lentement au sol, les genoux contre la poitrine. Pas de larmes, seulement une compréhension glaciale de son erreur. Les mots de Lucas roulaient dans son esprit comme des pierres massives. « Je ne veux pas réparer, j'en ai assez. » C'était pire que la colère. La fureur s'apaise, la offense se répare. Mais comment lutter contre la lassitude envers soi-même? Comment ramener un homme qui s'était simplement rendu? Les premiers jours, elle erra dans l'appartement, soudain étranger et immense. Elle ne lava pas la vaisselle, ne cuisina pas. L'habitude d'attendre son pas, le grincement de la porte, les marches dans l'escalier devint une douleur fantôme. Elle l'appela des dizaines de fois, d'abord sur son portable éteint, puis sur celui de leur fille quand il changea de carte. Amandine répondit « Maman, papa a dit de ne pas le chercher. Il a loué une chambre en périphérie, trouvé un boulot dans un garage. Il veut être seul. Ne le presse pas, s'il te plaît. Tu risques de tout casser et de le perdre à jamais. » Davy. Ce mot devint son arrêt de mort. Toute leur vie commune, elle l'avait écrasé de reproches, de soupçons, de scènes. Et maintenant qu'elle voulait s'arrêter, le ressort était brisé. Une semaine plus tard, l'engourdissement céda la place à une détermination farouche, presque instinctive. Face à son reflet hâve dans le miroir, elle se dit « Non, je ne peux pas l'accepter ainsi. » Elle ne téléphona pas, n'écrivit pas. Les mots ne comptaient plus pour Lucas. Il n'était que le bruit dont il s'était enfui. Il fallait des actes, muets et sincères. Elle commença par la maison. Jeta cette tasse sacrée, réalisant qu'elle symbolisait non la mémoire de sa mère, mais sa propre manipulation. Elle déplaça les meubles, remplaça ses rideaux maudits par des voilages simples et lumineux. Elle n'effaçait pas son souvenir. Elle chassait l'atmosphère toxique qu'elle avait elle-même instillée. Un jour, elle alla à son garage, fermé. Sans forcer la porte, elle s'accroupit et glissa un enveloppe dessous. Pas de lettres, juste une vieille photo jaunie. Eux, jeunes, radieux, avec leurs 2 enfants dans les bras. Lucas l'enlaçait, elle riait, la tête rejetée en arrière. Aucun mot, l'image disait tout. « Souviens-toi, nous étions autres, nous étions heureux. » Pas de réponse. Mais une semaine après, en déposant un paquet de tartelettes maison, elle vit l'enveloppe disparue. Une lueur d'espoir. Elle rendit visite aux enfants, non pour se plaindre, mais pour implorer pardon. « Amandine, Pascal, je sais que nos disputes ont empoisonné votre enfance. Pardonnez-moi, j'étais aveugle et sotte. » La conversation fut rude, mais libératrice. À la fin, leur fille l'invita à son anniversaire. « Je ne sais pas si papa viendra, mais il est convié. » L'anniversaire se déroulait chez Amandine. Mélanie arriva en avance pour aider à préparer les amuse-bouches. Elle se déplaçait dans la cuisine familière de sa fille, s'efforçant d'être utile, mais toutes ses pensées volaient vers la porte. Chaque crissement de pneus dans la cour, chaque pas dans l'escalier lui serrait le cœur. Amandine, observant sa mère qui jetait des regards anxieux vers la fenêtre, posa une main sur son épaule. « Détends-toi, maman. Papa a dit qu'il passerait, mais il ne sait pas pour combien de temps. » Mélanie hocha la tête, ravalant sa salive. « Détends-toi. » Cette phrase anodine prenait soudain un sens menaçant. Il pouvait ne pas venir, et elle n'aurait eu aucun droit de le blâmer. Lorsque les invités étaient presque tous là, il apparut dans l'encadrement de la porte, Lucas. Il avait maigri, son visage était légèrement buriné par le vent, mais dans ses yeux brillait ce qu'elle n'avait pas vu depuis des années, la sérénité. Vêtu d'un simple t-shirt et d'un jean,
Il lui semblait plus désirable, plus beau que jamais dans son costume chic. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Le monde se réduisit à ce point. Les voix, le rire du petit-fils, la musique, s'estompèrent en bruit de fond. Lucas baissa les yeux le premier, salua sa fille d'un signe de tête et se dirigea vers la table des cadeaux. La soirée s'étira pour Mélanie à la fois interminablement et en un éclair. Elle feignait d'écouter le mari d'Amandine, mais tout son être vibrait de la présence de Lucas. Il se tenait avec simplicité, parlait aux enfants, aidait Amandine à porter le gâteau, mais une barrière invisible les séparait. Il était courtois, mais distant. Lorsque les invités partirent, Pascal emmena son fils turbulent dans une autre pièce. Dans le salon restèrent Amandine, Lucas et Mélanie. Une pause gênée s'installa. Amandine tenta de détendre l'atmosphère. « Papa, maman, un thé ?»« Merci, ma fille, mais il est temps pour moi de rentrer. J'ai laissé la voiture dehors. » Mélanie se leva avec lui. Son cœur battait si fort qu'elle crut l'entendre. « Lucas, je peux te raccompagner ?» Il la regarda. Non un refus, mais une prudence lasse. Il acquiesça en silence. Ils sortirent dans l'air frais du soir. Les quelques pas jusqu'à sa vieille voiture se firent dans un mutisme total. Lucas s'arrêta près de la portière conducteur, les mains enfoncées dans les poches. Sa voix était neutre, sans colère ni tendresse, une simple politesse qui blessait plus qu'un cri. « Et toi, comment vas-tu » Mélanie répondit honnêtement, les yeux au sol. « Je vis. » Il hocha la tête. Elle comprit qu'il ne parlerait pas, ne lui faciliterait pas les choses. C'était juste. Elle reprit. « Lucas, je ne te demande pas pardon. Les mots ne valent rien. Je veux juste que tu saches, j'ai tout compris. J'ai vu comment nous allions vers cette soirée. J'étais geôlière de notre maison, et j'ai démissionné de ce rôle. » Il l'écouta attentivement, une lueur d'intérêt, une ombre de surprise dans les yeux. Elle poursuivit. « J'ai jeté cette tasse, changé les rideaux. Je n'attends plus de miracle. Je vis autrement. » Pourquoi ? Un seul mot qui résumait tout. Pas pour te récupérer, même si je le souhaite ardemment. D'abord pour moi, parce que cette femme que j'étais, celle qui hurlait pour des chaussettes, qui jetait un cocktail au visage de l'homme le plus cher, je ne veux plus l'être, ni pour toi, ni pour les enfants, ni pour moi. J'ai trouvé la photo dans l'atelier, merci. Pas de promesse, pas de pardon, mais la glace avait fondu. Une fissure, un mince rayon. Lucas posa la main sur la poignée. Il faut vraiment que j'y aille. Lucas, je ne demande rien, mais sache que la porte de notre maison n'est pas fermée à clé pour toi. Jamais. Il se figea, la main toujours sur la poignée. Puis il se tourna lentement, et pour la première fois ce soir-là, la regarda vraiment, en profondeur. Pas de sourire, mais l'épuisement vide du jour de son départ avait disparu. J'ai compris. Prends soin de toi, Mélanie. Il monta, démarra et s'éloigna doucement du trottoir. Mélanie ne le suivit pas des yeux. Elle resta immobile, écoutant le bruit du moteur s'estomper dans la nuit. Les paumes pressées contre sa poitrine, où la douleur des larmes retenues se mêlait à l'espoir. Il n'avait rien promis. Il ne l'avait pas pardonné, mais il l'avait appelée Mélanie. Pas ce Mélanie tranchant comme un verdict, mais le diminutif tendre d'autrefois, celui de la photo jaunie. Un mois passa sans nouvelles de Lucas. Mélanie apprit à vivre dans le silence, mais ce n'était plus celui du vide, plutôt celui de l'attente et du travail intérieur. Elle consulta un psychologue. Pour la première fois, elle s'interrogeait non sur ses torts à lui, mais sur les siens propres. Un soir tardif, la sonnette retentit. Son cœur bondit. À travers l'œilleton, elle le vit. Lucas, amaigri, des cheveux gris aux tempes qu'elle n'avait pas remarqués avant, vêtu d'une vieille veste de travail. Il tenait l'enveloppe avec la photo. Elle ouvrit lentement. Ils se faisaient face, séparés par le seuil comme un abîme. Lucas brisa le silence, la voix calme, sans trace de l'irritation lasse d'avant. « J'ai pris mes affaires dans l'atelier. C'est toi qui as glissé ça, pour que je me souvienne. »« Oui, je me souviens, Mélanie. Cette fille sur la photo, elle n'existe plus. Lui non plus. Je sais, je ne te demande pas de retrouver celle qui criait pour une tasse ou griffait à la fête. J'essaie de redevenir humaine, sans paranoïa, sans reproches incessants. »
Lucas leva les yeux vers elle. Pour la première fois depuis des mois, elle y lut non le vide, mais une réflexion lourde, mûrie dans la douleur. Il répondit « Je ne peux pas effacer tout ça d'un coup, Mélanie. La blessure est trop vive. Je ne demande pas d'effacer, juste une chance, non à nous, mais à nos nouvelles versions, comme d'anciennes connaissances qui se recroisent et décident de repartir de zéro. » Il se tut, scrutant son visage. Traces de pleurs, fatigue, mais aussi une fermeté nouvelle. Enfin, je ne reviens pas ce soir, ni demain. J'ai encore besoin de temps. Mais je peux passer demain, boire un thé. Ces mots résonnèrent pour elle comme une symphonie. Boire un thé. Pas se réconcilier, pas recommencer. Juste un thé. Un pas minuscule, réel. D'accord, je serai là. Lucas pivota vers l'escalier, mais s'arrêta, sans se retourner, et ajouta doucement. Les nouveaux rideaux sont bien, lumineux. Quand il partit, Mélanie ferma la porte et s'y adossa. Le silence revint, mais il n'était plus creux. Il vibrait d'un espoir timide, presque inaudible. Elle savait que le chemin vers la réconciliation serait long, ardu, peut-être des mois, voire des années, sans garantie d'aboutir. Mais ce soir, pour la première fois depuis longtemps, elle avait avancé non vers lui, mais vers elle-même. Et ce pas avait été vu. Les premières semaines après son départ, la vie de Lucas ressemblait à un vide sonore. Le bruit constant, agaçant mais familier, les grommellements de Mélanée, les reproches, les soupirs suspicieux, s'étaient tus brutalement. D'abord, ce silence fut un soulagement béni. Il loua une petite chambre en périphérie, dans un immeuble bas des années 60. La pièce était misérable, papier peint craquelé, un vieux canapé en 10 de lit, mais c'était sa forteresse. Il y respirait librement. Il trouva vite un boulot d'appoint dans un petit garage tenu par un vieil ami. Travailler de ses mains, sales, simples, concentré sur les moteurs plutôt que sur ses tourments, devint sa thérapie. Pas un as du métier, mais consciencieux et acharné. L'odeur d'essence, d'huile et de métal chassait les relents de disputes domestiques. Les collègues parlaient peu, droit au but, parfait. Le soir, il rentrait, achetait en route de quoi manger simplement, raviolis, pain, saucissons, cornichons. Parfois une bière, assis à la fenêtre, observant la cour sordide où miaulaient des chats errants et braillaient des gamins. Lucas ne cherchait ni amitié, ni distraction. Cette solitude choisie pansait ses plaies, non tant de cette soirée fatale que d'années d'usure méthodique de son être. Il réfléchissait peu à Mélanie, beaucoup à lui. Qui était-il devenu? Une ombre muette supportant tout pour un semblant de paix. Il se rappelait jeune, confiant, drôle, ambitieux. Où cela s'était-il évaporé? Dilué dans l'effort quotidien pour éviter les explosions. Sans se justifier ni accuser, il constatait. Leur union était une maladie à guérir. Il trouva l'enveloppe sous la porte de l'atelier, sortit la photo fanée, la contempla longtemps. Ce garçon lui était presque étranger, comme cette fille rieuse. Pas de nostalgie, juste une tristesse. Ils n'avaient pas su cheminer ensemble, se muant en deux solitaires aigris sous le même toit. Il ne jeta pas la photo, la glissa dans son vieux passeport, rangé hors de vue. C'était un chapitre de son histoire, non un phare guide. Amandine appelait souvent, comptant les changements de sa mère. Lucas écoutait poliment, mais résistait aux invitations à téléphoner, ne serait-ce que pour saluer. Il savait, tout geste serait interprété comme un espoir, et il refusait d'en donner de faux. Bien que son départ ne fût pas définitif, il reprit doucement d'anciens passe-temps oubliés. Il acheta un chevalet d'occasion et des peintures bon marché. Jeune, il dessinait bien. Désormais, il tentait de rendre ce triste cours vu de sa fenêtre. Les traits étaient maladroits, mais le geste apaisait. Il écoutait sa musique préférée, celle qu'il n'avait jamais osé mettre à la maison. Elle exaspérait Mélanie. Il lisait des récits de voyage, qu'elle qualifiait de rêveries inutiles. À l'anniversaire de leur fille, il partit le cœur lourd, craignant cris, hystérie, reproches. En voyant Mélanie, il nota, surpris, ses mutations. Non seulement physiques, elle était plus simple, sereine, presque effacée. Ses yeux n'avaient plus ce défi agressif. Une timidité, comme la sienne. Leur bref échange près de la voiture le frappa. Pas de demande de pardon. Elle parlait d'elle, de son cheminement.
C'était neuf, authentique. « Prends soin de toi, Mélanie », lui échappa spontanément. Pas pardon, pas réconciliation. Adieu à l'épouse acariâtre, épuisante. Reconnaissance que face à lui se tenait Mélanée, la femme aimée jadis, peut-être encore vivante en elle. Le mois suivant l'anniversaire s'écoula en méditation. Lucas vivait toujours dans sa chambrette, travaillait, mais la tempête intérieure s'apaisa. La clarté succéda. Il ne fuyait plus. Il voulait cerner ses désirs. Il refusait cette pièce misérable jusqu'à la fin de ses jours, le solitude absolue, mais aspirait à la paix. Et la paix, comprit-il, naissait non seulement seul, mais auprès de qui vous comprend, vous respecte. C'est cela qui le mena à sa porte ce soir tardif. Non nostalgie, pitié, habitude, mais décision froide. Offrir une chance à elle, à lui. Non à leur ancien mariage, fini, mais à deux inconnus partageant un passé lourd, peut-être un avenir. Sa vie sans Mélanie n'était pas misérable, guérison. Elle lui rendit ce qui manquait des années, estime de soi, silence pour penser, maîtrise de son destin. Sur le seuil d'une nouvelle phase, il n'éprouvait pas peur, mais curiosité prudente. Il n'avançait pas en arrière vers l'ancien, en avant, vers l'inconnu. Non plus soldat brisé, mais homme trempé, survivant. Le chemin vers la paix naquit non de mots enflammés ni d'étreintes, mais de ce thé. Le lendemain, Lucas arriva à l'heure convenue. Il frappa 2 fois, net, discret, comme un associé. Mélanie ouvrit. Une étincelle d'espoir jaillit puis s'éteignit dans ses yeux, face à son visage calme, maître de lui. Elle ne se jeta pas à son cou, s'écarta simplement. Entre. Le thé infuse. Ils s'assirent à la table de cuisine, théâtre jadis de bataille pour une tasse sale. Désormais propre, fleurie d'un modeste bouquet de marguerites. Le silence n'était hostile, mais prudent, comme si tous deux craignaient d'effrayer la trêve fragile. Lucas rompit le glace, désignant la théière. « Toujours ce hibiscus que tu achètes ? Tu l'as toujours préféré ?» Il inclina la tête. Détail mineur, essentiel. Elle se souvenait, lui aussi. La première heure évoqua la météo, les enfants, l'état de sa voiture. Dialogue de vieux amis séparés 10 ans, tâtant le terrain avec circonspection. Aucun reproche, aucune allusion au passé, aucune larme. Quand Lucas se leva pour partir, il dit « Merci pour le thé. Ici, c'est calme. » Ces mots valaient plus que n'importe quelle déclaration d'amour. Calme, exactement ce qu'il cherchait, et qu'elle avait banni de leur maison. Ainsi débuta leur danse étrange, lente, de rapprochement. Lucas ne revint pas le lendemain. Il apparaissait 1 fois par semaine, toujours à la même heure, pour peu de temps. Il buvait le thé. Parfois, Mélanie proposait un encas simple, un omelette, des raviolis maison. Il acceptait sans demander. Ils se redécouvraient. La séparation les avait rendus gauches pour parler du quotidien. Mélanie apprit que Lucas avait repris le dessin, vendu un tableau même, un paysage de cette cour morne vue de sa chambre. Lucas découvrit, surpris, qu'elle suivait des cours de poterie, modelant et cuisant des tasses bien plus belles que cette relique familiale sacrée. Un jour, observant ses mains tachées d'argile, il demanda « Pourquoi ?» Sans lever les yeux, elle répondit « Pour comprendre la valeur des objets et apprendre à créer et non à détruire. » Première incursion prudente dans le passé. Lucas se tut, mais rapporta la fois d'après un livre sur les techniques de cuisson, trouvé chez un bouquiniste. Leurs rencontres s'espacèrent moins. Du thé, ils passèrent à de courtes promenades dans le parc voisin. Ils marchaient côte à côte, sans se toucher, évoquant livres ou films. La distance physique persistait, abîme infranchissable. Un jour, traversant la rue, Lucas lui saisit instinctivement le coude pour la protéger d'une voiture filant. Il lâcha aussitôt, comme brûlé. Une vague de douleur chaude et d'espoir traversa Mélanie. Premier contact physique depuis des mois. Le tournant survint non dans un cadre romantique, mais dans la salle de bain. Une tuyauterie lâcha. Paniquée, elle appela Lucas en premier. Il arriva 20 minutes plus tard, outil en main, coupa l'eau en silence, changea le joint. Vêtu de sa tenue de travail, main noire d'huile. Quand il eut fini,
Mélanie, dans l'embrasure, contempla son dos voûté. L'évidence la frappa. Toutes ces années, il réparait, gérait, portait le quotidien. Elle ne faisait que critiquer. Elle murmura « Merci ». Je ne sais pas qui d'autre appeler. Il se redressa, s'essuya les mains avec un chiffon, la regarda. Plus de lassitude dans ses yeux. « Tu pouvais faire venir un plombier ?»« Je sais, mais je t'ai appelé, toi. » Il hocha la tête, un sourire fugace au coin des lèvres. Je m'en suis aperçu. Ce soir-là, il resta dîner. Pour la première fois depuis longtemps, ils mangèrent ensemble à la table de cuisine. La conversation glissa vers l'intime. Il évoqua ses mois solitaires. D'abord le délice du silence, puis son poids oppressant. Elle, ses séances chez le psychologue, apprenant à dompter la colère, avoir enduit un homme, non une fonction ou un ennemi. Le thérapeute a dit que je projetais sur toi mes peurs, mon insécurité. Ma mère répétait que tous les hommes trompent. J'attendais ça de toi, chercher, inventer si besoin. Elle posa sa fourchette, fixant ses mains, et poursuivit. On m'a donné des exercices. La règle des 3 P. Pause, penser, permettre. Lucas écouta, repoussant son assiette, captivé. Elle continua. Pause. Quand la colère monte, je ne parle pas, n'agis pas. Je respire. Compte jusqu'à 10. Change de pièce. Avant, j'aurais hurlé pour ton assiette. Maintenant, je la vois, c'est tout. Difficile. J'ai l'impression d'exploser parfois, mais je tiens. Pensez, qu'est-ce qui se passe vraiment? Je m'énerve pour des chaussettes ou parce que j'ai peur de ne rien valoir pour toi? Que puis-je faire d'utile? Souvent, je suis juste fatigué, affamé, seul. Pas ta faute, la mienne. Permettre, laisser la situation être. Tout ne se contrôle pas. Tes chaussettes hors panier, le monde ne s'écroule pas. Oublier le pain, on ne meurt pas de faim. Des riens, j'apprends à trier l'essentiel. Lucas hocha lentement la tête. La compréhension illuminait son regard. Ce n'était pas un bavardage féminin futile, mais un système clair, logique, que Lucas, esprit d'ingénieur, pouvait apprécier. Mélanie poursuivit. Deuxième prise de conscience, mon système d'évaluation. J'appréciais tout à l'aune du bien ou du mal, mais le bien était le mien seul. Tu ouvres la fenêtre autrement, mal. Tu laves la tasse autrement, mal. Le psychologue m'a demandé « Qui t'a nommé juge suprême des tâches ménagères ?» Je n'ai rien trouvé à répondre. Désormais, j'apprends à dire autrement. Tu fais autrement. Pas une menace, un fait. Lucas répéta doucement, comme pour goûter le mot. Autrement, ça ne sonne pas si terrible. Le principal, c'est que j'ai commencé un journal de colère. Je note la situation, l'émotion, la pensée catastrophe que mon cerveau invente. Il ne me respecte pas. Je lui suis inutile. Puis une alternative calme. Il est fatigué. C'est un hasard. Au début, c'était des essais entiers. Maintenant, des notes brèves. Résultat, 9 sur 10 de mes pensées catastrophes ne se réalisent pas. Tu n'as pas fui avec cette cliente. La tringle n'a pas fini par terre pour de bon. La maison n'a pas brûlé à cause d'une tasse sur la table. Elle se tut, lui laissant digérer. Puis, et enfin, apprendre à demander de l'aide, non à l'exiger et à l'accepter comme tu la donnes. Si tu laves la vaisselle pendant que je me repose, c'est de l'aide, pas un prétexte pour critiquer la table mal essuyée. Avant, je ne disais jamais merci. C'était normal. Aujourd'hui, j'apprends. Merci pour ta venue, pour la tuyauterie réparée, pour m'écouter là. Lucas resta longtemps silencieux, les yeux sur le couchant. La maison baignait dans ce silence qu'il avait cherché, mais désormais chargé de sens, non de solitude. Merci de m'avoir raconté. Ça explique beaucoup. Il ne dit pas « je te pardonne », ni « essayons encore », mais il se leva, porta son assiette à l'évier, la lava avec soin, puis se tourna vers elle. « Demain, si tu ne changes pas d'avis, on pourrait aller au parc au bord de la rivière. Paraît que les narcisses fleurissent. Je ne changerai pas d'avis. » Ce n'était pas un retour en arrière vers l'ancien mariage, mais un pas latéral vers des liens inédits, tant désirés, entre deux êtres mûris, las de la guerre,
apprenant enfin à écouter et surtout à entendre. Lucas avait écouté sans l'interrompre. Quand elle eut fini, « J'ai ma part de faute. Je me taisais, croyant préserver la paix, alors que j'accumulais la rancune. » Première fois qu'ils abordaient leur douleur comme un problème partagé, non comme un acte d'accusation mutuelle. Après ce soir, tout bougea. Lucas vint plus souvent. Parfois, il lisait au salon pendant qu'elle vaquait. Ils se réhabituèrent à coexister, mais par choix volontaire, non par contrainte. Un soir, l'entendant bricoler la cafetière cassée en cuisine, Mélanie sentit non de l'agacement, mais une tendresse profonde, calme et une peur. Qu'ils ne franchissent jamais l'étape suivante, qu'ils restent dans cette amitié étrange. Le pardon vint non en éclair unique, mais comme un processus lent, ardu. L'été, ils partirent à la maison de campagne, délaissée depuis 2 ans. Ils travaillèrent en silence, lui au grillage, elle au plate-bande. Le soir, sur le perron, face au soleil couchant. Le silence entre eux était paisible, empli de grillons et d'oiseaux. Lucas dit soudain, yeux vers la forêt. « Je te pardonne, Mélanie. » Elle se figea, incrédule. Les larmes montèrent. Elle les essuya du revers de la main. « Je ne le mérite pas. Le pardon ne s'achète pas. J'ai compris que je trimballais ce poids, trop lourd. Si je ne le lâche pas ici, je n'avancerai ni avec toi, ni sans toi. Et après? Je ne sais pas. Mais je suis prêt à essayer, pas à pas, sans hâte. » Il tendit la main par-dessus l'espace des marches, non pour enlacer, mais pour poser sa paume sur la sienne. Son contact était chaud, ferme. Mélanie renversa sa paume et serra ses doigts. Ils restèrent ainsi, main dans la main, jusqu'à ce que la dernière rayure du couchant s'efface à l'horizon. Il ne revint pas s'installer le lendemain. Ils décidèrent que la hâte, leur pire ennemi, devait être bannie. Ils commencèrent à se fréquenter pour de bon. Cinéma, choix de meubles neufs pour le salon, débat sur les papiers. C'était comme un nouveau roman, entre 2 êtres connaissant par cœur les pires défauts de l'autre et choisissant quand même de rester. Leur première nuit commune après la séparation survint 6 mois après ce séjour à la campagne, non par passion, mais par besoin. Mélanie avait une forte grippe. Lucas, sans un mot, resta pour veiller sur elle. Il lui porta du thé au miel, changea les compresseurs froids sur son front. La nuit, elle s'éveilla fiévreuse et le vit endormi dans le fauteuil près du lit. À la lumière de la lune, son visage semblait jeune, vulnérable. Elle râla. « Allonge-toi, c'est inconfortable là. » Sans protester, Lucas s'étendit sur le bord du lit, dos tourné. Ainsi dormirent-ils jusqu'au matin, au bord du grand lit conjugal, séparés de centimètres, mais non plus d'un abîme. Au réveil, il sentit sa main sur son épaule, non pour le secouer, mais pour s'assurer de sa présence. Il couvrit sa main de la sienne. Ce matin-là, il emménagea officiellement, non avec une valise résolue, mais quelques cartons de livres et d'outils. Il les posa dans l'entrée, interrogatif. Mélanie hocha la tête et l'aida avec le plus lourd. Leur chemin n'était pas rectiligne. Des rechutes survenaient. Les vieux démons se réveillaient. Mélanie pouvait hausser le ton pour des chaussettes égarées, mais s'arrêtait, s'excusait, sortait se calmer. Lucas apprit à ne pas se murer dans le silence rancunier, mais à dire « Ça me blesse quand tu me parles ainsi ». Un soir, feuilletant un vieil album familial sur le canapé, Mélanie demanda « Penses-tu qu'on aurait surmonté tout ça sans ce scandale affreux à la fête ?» Lucas réfléchit, tournant une page avec leurs photos de jeunes parents. Non, on courait à la ruine. Il nous fallait un choc violent pour tout briser, sinon on aurait continué à pourrir lentement de l'intérieur, jusqu'à ce que nos sentiments s'évaporent. Ce costume n'était pas la cause, mais la goutte finale, une grâce rude. Il referma l'album, la regarda. Je ne regrette ni d'être parti, ni d'être revenu. Mélanie sourit. Dans son sourire luisait non seulement la joie, mais une sagesse durement acquise. Ils avaient traversé l'enfer et en étaient revenus. Leur union n'était pas restaurée. Elle était rebâtie sur les ruines de l'ancienne, avec des matériaux plus solides. Pardon, patience, expérience amère. Ce nouveau lien était plus fort, plus précieux que tout ce qu'ils avaient connu. Ils s'étaient retrouvés, non malgré le passé, mais grâce à lui. Et leur histoire s'achève là. La vie enseigne que l'amour n'est pas une émotion,
mais un travail quotidien sur soi et pour l'autre. Parfois, il faut détruire pour reconstruire, honnêtement, sans illusion ni rancune. Le respect et le silence valent plus que la passion et les grands mots. L'essentiel est d'oser admettre ses fautes et d'écouter quand l'envie de crier domine. La vraie maturité n'est pas retenir, mais comprendre et lâcher prise si nécessaire.